Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le plateau d'une histoire de femme. Je suis Estelle Solari, votre présentatrice, et voici Marie, Radia et Camille. Comment allez-vous les filles ? Bien, et toi ? Ça va. Si le mois dernier nous avions pris notre billet en direction des États-Unis pour découvrir Lee Miller, et ben ce mois-ci nous restons à domicile, si je puis dire, puisque souvent les pépites sont sous notre nez et on ne les voit pas. Si je vous dis Marie Marvin, à quoi est-ce que vous pensez ? Pas la peine. Rien. Voilà. Pas grand-chose. Et s'il y a un nom à retenir, c'est pourtant celui-ci, vous en conviendrez. Alors, elle naît en 1875 à Aurillac et meurt en 1963. Pourtant, la légende raconte qu'elle demeure et demeurera dans la mémoire collective. Elle est sportive multimédaillée, elle est journaliste, infirmière, pionnière, aviatrice, aérotiste et bien d'autres choses encore. Et puis Camille, pour éclaircir tout ça, que dirais-tu de commencer ? La femme la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc, ou même la femme la plus extraordinaire du XXe siècle, mais également la fiancée du danger, autant de surnoms pour qualifier Marie Marvin, qui a vécu 1001 vies. Elle s'essaie dans tous les domaines et parmi eux, le plus ancien et prenant dans sa vie, le sport. C'est sa passion et elle brille dans toutes les disciplines physiques, essentiellement celles les plus extrêmes. Animée par sa fougue et sa soif d'adrénaline, elle se démarque dans une ère régie par la domination masculine. À sa naissance en 1875, vous imaginez bien que les chances de réussite sportive sont bien plus restreintes que de nos jours et les équipements sont loin d'être à la pointe de la technologie. Et puis Marie est une femme qui plus est. Peu importe, grâce à son père, elle a la chance de recevoir une éducation sportive digne d'un garçon. Oui, c'est d'autant plus vrai quand on sait que son père voulait absolument un fils. Et son premier enfant, c'est Marie, donc une fille. Pas de chance, mais il n'est pas déçu finalement, parce qu'il se rend compte très vite qu'elle excelle dans tout, c'est un génie en fait. Et puis, elle a un caractère bien trempé, il faut le dire. Donc, il dépasse les normes finalement de la société à cette époque et l'élève véritablement comme un garçon. C'est vraiment son premier soutien. Il l'initie à l'escrime, à la boxe et pour l'époque, une fille, c'est quand même assez incroyable. D'autant qu'elle est dans un petit village, donc c'est quand même assez reculé. C'est pas du tout civilisé, on va dire, comme les villes où les mentalités ont un peu plus évolué. Donc c'est vraiment... ça tranche. Et puis, finalement, on peut le remercier. Et oui, il a cru en elle comme nous, on croit en elle plus tard. C'est ça. Alors oui, et quand on parle de ses capacités hors normes, figurez-vous qu'à 5 ans, elle nage déjà 4 km tous les matins. Elle se souvient même avoir appris à nager en même temps que de marcher. C'est assez incroyable. Et en plus des 4 km, donc c'était pas dans une piscine chlorée et chaude, c'était en eau trouble et froide, plus particulièrement dans la Jordan, une rivière du Massif central. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de courants par là-bas et qu'elle nageait même en hiver avec des températures glaciales. Alors que Marie avait ce genre d'occupation, moi, personnellement, à cet âge-là, je me prenais pour Dora l'exploratrice et je voulais avoir les pouvoirs de Spider-Man. Et je pense que nous tous, d'ailleurs. Effectivement. C'est pas une chochotte, c'est sûr qu'elle avait pas froid aux yeux, c'est le cas de le dire. Non. Mais elle s'arrête pas là, n'est-ce pas Camille ? Eh bien non. Elle se découvre plein d'autres passions comme le cirque. Elle fait la funambule, la trapéziste, la jongleuse. Puis elle décide de rejoindre le monde de la gymnastique. Et ce ne sont que ses débuts dans le sport. Elle n'a que 15 ans lorsqu'en 1890, elle relie en canoë-kayak la ville de Nancy à celle de Coblence en Allemagne, une distance de 400 km qui lui vaut son premier prix. À 28 ans, elle est la première femme à escalader les principaux sommets des Alpes, comme la fameuse Dent du Géant, l'aiguille du Crépon, les Aiguilles Rouges ou le Mont Rose, dont certains sommets culminent à plus de 4000 mètres d'altitude.
En 1904, elle participe à Nancy-Bordeaux, sa première course de cyclisme où les femmes ne sont pas autorisées à porter des pantalons. C'est un scandale pour Marie. Alors, elle va mettre au monde une invention qui va révolutionner le milieu du sport, la fameuse jupe-culotte, plus particulièrement plus pratique et ergonomique que les robes et les pantalons qui brident ses mouvements. Cette création, c'est un véritable carton puisque toutes les sportives se l'arrachent par la suite. Voici une petite photo de Marie en vélo, à 84 ans d'ailleurs. Ouais. Elle n'est pas toute jeune là. C'est le cas de le dire, elle n'a jamais arrêté de courir et de pédaler. Et d'ailleurs, un peu plus tard, pour rebondir sur ce que tu disais Camille, elle demande carrément aux autorités le droit de porter le pantalon dans la vie de tous les jours. Donc c'était la première fois à l'époque en la France. La jupe-culotte, non ? Non, le pantalon. Et ça lui a été réellement autorisé ? Et ça a été autorisé. En fait, elle le justifiait par une profession qui nécessitait justement d'avoir une liberté de mouvement. Si c'était contraignant, c'était problématique. Elle était quand même journaliste, elle était sportive, elle était aviatrice, pilote. Il fallait vraiment qu'elle puisse bouger. Et donc à l'époque, effectivement, ça passe sans trop de problèmes. Je veux dire qu'elle avait déjà une sacrée renommée, donc elle avait déjà du poids. Et puis, disons que c'était assez justifiable. Alors que finalement, on a retrouvé dans son journal intime qu'elle avait demandé ça juste parce que c'était pratique. Elle a noté. Normal. Ça montre le personnage. Et voilà. Et puis finalement, ces exploits n'en finissent plus. Mais revenons à nos moutons. C'est pas fini, Camille. C'est pas fini, loin de là. En 1908, elle traverse Paris à la nage. Puis la même année, elle se dit pourquoi pas aller voir le Vésuve en éruption. Bah oui, qui n'aurait pas envie d'aller le voir. Mais alors qu'à cette table, nous, simples citoyens, on prendrait juste nos billets d'avion pour s'y rendre. Elle enfourche son vélo et pédale de Nancy à Naples à la force de ses jambes. À son retour, elle ouvre aussi la première école de ski civil en France. Si déjà, jusqu'ici, ses exploits y suffiraient à remplir plusieurs vies, pas la sienne. En 1908, elle devient la première femme à finir officieusement le Tour de France, malgré le refus des organisateurs. Une femme concurrençant les hommes, c'est clairement inimaginable, à cette époque, du moins. Donc, de manière non officielle, elle réussit l'exploit de finir la compétition. Seuls 36 premiers hommes sont à ses côtés, sur 114 présents au début de la course. Au total, elle cumule 17 titres sportifs qui lui valent l'obtention de la médaille d'or de l'Académie des sports pour ses performances dans toutes les disciplines. Cette récompense, elle est exceptionnelle. C'est la première et unique dans l'histoire, hommes et femmes confondus. Exactement. Et d'ailleurs, si je m'abuse pas, elle s'appelle la médaille Marie Marvin. C'est ça, exact. C'est ça, parce que elle est vraiment unique. Il y en a une seule. Et à l'époque, le ministre des Sports disait qu'au final, c'était plus simple. Enfin, il disait ça de manière ironique, mais elle gagnait tellement de médailles d'or et d'argent fréquemment et dans tous les domaines, dans toutes les disciplines, une pour elle et c'est que finalement, il s'est dit, c'est plus simple, on va lui en donner une. Et Marie a même failli refuser la médaille parce qu'elle était trop humble et qu'elle disait qu'elle la méritait pas. Et comme quoi. Et elle est non seulement précurseuse du vélo féminin, mais aussi pionnière de l'exploration de grottes grâce à ses talents de nageuse et d'alpiniste. Plus qu'une sportive, elle a le cœur grand et utilise ses performances de skieuse pour évacuer les blessés dans les Dolomites lors de la Première Guerre mondiale. Bien évidemment, les années passent et Marie, elle prend de l'âge. Mais comme on dit, pour bien vieillir et garder une bonne santé, il faut faire du sport. Donc, elle s'exécute tout naturellement. Son dernier fait d'armes, c'est à 86 ans, où elle pédale 10 heures par jour pour un ultime Nancy-Paris à vélo. Elle affirme d'ailleurs à cette période « J'aime le vélo par-dessus tout, parce que ça donne une activité, et puis ça rend service, parce que je n'ai pas les moyens de me payer des taxis. Et puis de toute façon, je les dépasse tous. » Voilà, et c'est une très bonne raison de rester en forme. Mais c'est vrai que malheureusement, son dévouement n'a pas du tout été récompensé. Elle a tellement fait pour le monde, la France, la société d'une manière générale. Quand on sait qu'elle est morte vraiment dans une situation calamiteuse, elle était dans un appartement tout seule, isolée, elle était obligée de se chauffer à la bougie. Vous imaginez, c'est quand même... Elle aurait dû faire la fierté finalement de la France, apparaître dans tous les livres d'histoire et on la voit nulle part. Et en plus de ça, elle a une une fin de vie assez misérable, il faut le dire.
Et comme plein d'autres figures féminines, elle est née à la mauvaise période, comme on vient de le dire, une époque où de nombreux sports sont interdits aux femmes et où elle défie les conventions sociales, ce qui fait d'elle une pionnière dans de nombreux domaines, mais surtout la véritable première sportswoman de l'histoire, clairement. Elle a franchi les barrières sociales et on lui doit un héritage énorme qui a ouvert la voie à des milliers de femmes dans le sport et dans de nombreux autres domaines. Comme sa devise le dit si bien, je décide de faire mieux, encore et pour toujours. Et effectivement, Camille, là où Marie passe, on laisse toujours des traces. Et puis, Radia, on sait quelque chose d'ailleurs. Et oui, car plus qu'une sportive, c'est une visionnaire et une génie du volant en tout genre. On va parler de ses exploits dans le ciel, mais d'abord on va s'intéresser à ses débuts sur Terre avec l'automobile. Alors on est au début du XXe siècle, le secteur fait à peine ses premiers tours de roue et c'est un domaine qui est exclusivement réservé aux hommes. Pourtant, Marie, elle décide de s'attaquer à cette nouvelle technologie et en 1905, elle apprend à conduire. C'est une rareté, surtout pour une femme, dans ce domaine, mais ce n'est pas tout car elle va aussi s'engager dans des courses automobiles et dans des compétitions où le danger est omniprésent. Pour l'époque, elle a du cran, parce que les routes, elles n'étaient pas aussi balisées et lisses que maintenant quand même. C'était un peu un exploit d'arriver à bon port à chaque fois, si je peux dire, avec tous les obstacles. C'était très accidenté. Et puis, il faut imaginer que les voitures de l'époque n'étaient pas luxueuses comme maintenant. Non, pas du tout. Il y avait quand même, elles étaient fragiles, brûlantes, les roues tombaient au moindre petit gravier qui se logeait dedans. Elle avait du cran. C'est vrai. Et donc, elle va y aller quand même, car rien ne l'arrête. Elle va notamment participer au Tour de France automobile. Donc, c'est une épreuve emblématique qui met à l'épreuve autant les conducteurs que leurs machines. Et elle ne va pas se contenter de conduire. Elle va briller surtout par sa maîtrise et son courage. C'est une des premières femmes qui se lance dans l'aventure et elle ne recule pas face à l'adversité. Donc, dans un monde où conduire est déjà un exploit pour une femme, elle va prouver qu'elle peut rivaliser avec les meilleurs pilotes masculins. Et ces premiers éclats motorisés posent les bases d'un parcours qui est exceptionnel. Car je peux vous l'assurer, l'automobile, ce n'est qu'un début. Toujours à la recherche de nouveaux défis, elle va très très vite lever les yeux vers le ciel. Et on est en 1909, l'aviation en est à ses balbutiements, et les frères Wright viennent juste de prouver la fiabilité du vol motorisé. Et notre héroïne, elle va y foncer tête baissée. Il faut dire que c'est pas très encourageant à première vue parce que les avions de l'époque, ils sont souvent faits de bois et de toile. Donc les courageux aviateurs sont à la merci du vent et des pannes mécaniques. Et puis voler, c'est réservé aux hommes, ou plutôt c'est réservé à certains hommes les plus audacieux. Donc comme Louis Blériot qui va traverser la Manche en avion cette même année. Donc ça va pas l'effrayer, ça va la galvaniser au contraire. Et c'est une nouvelle frontière à conquérir, donc un champ d'expérimentation à l'image de son esprit téméraire et avant-gardiste. Et elle va décrocher donc dans la foulée son brevet de pilote, le numéro 281 qui est délivré par l'Aéroclub de France, et entrer dans l'histoire et devenir une des premières femmes au monde à obtenir cette qualification. Donc, et voilà, notre Marie. Dans son avion, c'est la seule. La photo est assez, la photo est impressionnante, je trouve. Déjà, tu la compares aussi avec celle du vélo de tout à l'heure, je sais pas. C'est ça. C'est là on voit qu'elle a eu mille et une vies, effectivement. C'est ça. Donc, elle va rejoindre l'élite féminine dont le chiffre tient sur les doigts de la main. Donc, Raymond Delaroche est la première brevetée. Et décidément, ça n'en finit plus. Est-ce qu'on est sûr qu'elle est humaine ? Ça, je ne sais pas. On se pose la question. Et si je m'abuse, c'est aussi la première femme à piloter un avion seule, il me semble. C'est ça. Et donc ça prouve vraiment qu'à chaque instant, finalement, elle n'a pas besoin de quelqu'un d'autre qu'elle-même. Elle est vraiment maîtresse d'elle-même. Et à l'époque, il faut quand même replacer la situation. Elle a refusé 3 fois d'être mariée. Et on continue à faire son éloge, on continue à soutenir tous ses projets, même dans les journaux. Camille parlait de la fiancée du danger, donc son surnom qu'on lui attribue. Sur toutes les premières pages, à chaque fois, elle fait la une. Et finalement, au lieu de la rabaisser, de la passer sous silence, comme ils auraient fait pour plein d'autres femmes, ils peuvent que s'incliner, voilà, c'est ça. Ça force le respect, et finalement... Et même les hommes la louent. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est-à-dire qu'elle fait l'unanimité pour une fois. Et ouais. Mais j'ai même ri aux larmes, je me souviens d'une anecdote où c'était le jour de ses 80 ans. Il y a l'armée américaine qui a invité Marie Marvin
parce qu'elle est beaucoup plus reconnue aux États-Unis qu'en France. Allez savoir pourquoi. Ouais, Et ils l'ont invitée en fait pour faire un vol dans un avion supersonique. Parce que justement, c'est une pionnière de l'aviation et qui se sont dit, c'est l'occasion. Et donc le vol se passe et ils franchissent le mur du son. Et là, elle se tourne vers le conducteur et elle lui dit, bah c'est nul, ça fait pas de bruit, c'est pas amusant. C'est quand même dire le personnage. Bah après, il faut dire que son caractère, il vaut quand même celui de 1000 hommes. Ah ça. Donc les avions de l'époque sont fragiles, les moteurs sont peu fiables et chaque vol peut être le dernier. Donc il faut pas trembler et beaucoup refusent de s'y risquer. Mais Marie, elle ne va pas se contenter de piloter, elle va aller plus loin, elle va repousser les limites du possible. Et un de ses exploits les plus importants, c'est sa traversée dans la mer du Nord, en ballon. Vous imaginez un petit peu un seul instant dans les airs, comme ça, suspendu à des centaines de mètres d'altitude dans une nacelle. Non, vraiment pas. Si, totalement. Et c'est pas seulement une prouesse technique et physique, c'est une déclaration puissante. C'est celle d'une femme déterminée qui va rivaliser avec les plus grands aventuriers de son époque. Et oui, et d'autant que dans la traversée, elle a un passager quand même qui est très important. Donc c'est la seule à guider le ballon, c'est la seule qui est apte, qui a le diplôme, mais elle transporte le colonel Émile Garnier. Donc c'était vraiment une personnalité très influente. Comme on voit sur la photo, c'est pas comme aujourd'hui où il y a de la place pour 10. Non, c'est elle là dans la nacelle. C'est ça, c'est très peu rassurant. Et effectivement, très rassurant, t'as dit. C'est très peu rassurant, j'ai dit. C'est ça, c'est juste de la corde et de la paille. C'est quand même. Faut avoir du courage. Là, il faut savoir nager aussi. Et c'est ça. Mais en réalité, je dois dire que c'est son seul semi-échec, on peut dire ça comme ça, puisque elle devait pas atterrir du tout en Angleterre comme ce qui s'est passé, mais elle a dû le faire en urgence parce qu'il y a eu une tempête et donc ils auraient dû se cracher contre une falaise. Finalement, elle a quand même plutôt bien géré son coup, donc on peut dire chapeau l'artiste. Mais voilà, c'est son seul regret dans la vie et d'ailleurs elle en parle encore quelques années après, donc ça lui est resté, ça lui tenait à cœur. Et il faut dire que quand même, si Marie est exceptionnelle, elle a aussi des anges gardiens très sportifs, tout comme elle, puisqu'après 900 vols en solo où il n'y a eu aucun problème, elle s'est crashée, littéralement. Donc elle est tombée. L'avion était éclaté et en fait, quand ils l'ont retrouvée sous les décombres, elle n'avait rien. T'imagines, c'est une machine. Elle avait rien. Donc elle avait vraiment des anges gardiens hors pair. Et donc après ça, par contre, elle se rend quand même compte que exceller c'est bien, mais qu'il faut mettre ça à profit des autres. Parce que tout seul, ça vaut pas grand-chose. Bah oui, parce que pour elle, voler, ça se limite pas à un exploit personnel. Elle va très très vite percevoir l'immense potentiel de l'aviation pour la société. Et elle est convaincue que les avions pourraient révolutionner le monde, non seulement pour faciliter les déplacements, mais surtout pour sauver des vies. Et c'est là que son génie va entrer en jeu. Donc elle rêve d'ambulances volantes capables d'atteindre les blessés sur les champs de bataille. Et ça semble infaisable, mais bon, impossible n'est pas Marie. Voilà, je pense qu'on l'avait bien compris. Donc, elle va créer l'avion sanitaire. Donc, utiliser l'avion pour sauver des vies. Au début du XXe siècle, les avions donc, sont principalement utilisés pour des démonstrations spectaculaires, des courses ou des missions exaltantes. Mais Marie, toujours en avance sur son temps, elle y voit quelque chose de plus noble. Donc, quelque chose qui est capable d'évacuer les blessés sur les champs de bataille ou d'atteindre les régions reculées. Donc là où les soins médicaux sont difficiles d'accès quand même, les aviateurs ils vont aller équiper les avions de brancards, de matériel et de dispositifs d'urgence. Et on va retrouver ces machines volantes en véritable ambulance du ciel. Donc son excitation va quand même retomber quand en 1910, elle va se voir refuser le prototype à l'exposition internationale de Nancy. Mais bon, malgré ça, le projet suscite l'intérêt de certains ingénieurs et militaires visionnaires. Donc elle va quand même continuer à donner des conférences à travers l'Europe. Et elle va publier des articles dans des revues spécialisées qui font pression sur les hauts placés militaires pour vendre son concept. Voilà, donc elle va collaborer avec des ingénieurs aussi pour perfectionner les modèles d'aéroambulance. Son idée, elle est cependant accueillie avec scepticisme parce que dans un monde où l'aviation émerge seulement, il faudra attendre la Première Guerre mondiale pour que l'aviation sanitaire soit adoptée. Elle a voulu mettre un peu C'est ça. Les chevaux avant la charrue. Exactement. D'ailleurs, elle disait souvent qu'elle voulait allier le progrès technique au service de l'humanité. Et elle va encore réussir son coup. Oui, effectivement.
D'ailleurs, ce n'est pas tout. Marie, finis de nous achever parce que t'as encore des choses à nous raconter. Et oui, et on le sait dorénavant tous, Marie Marvin est une grande sportive, une journaliste et une inventrice, mais saviez-vous qu'en plus de tout cela, elle est également incontournable et cruciale pour la médecine. Et oui, à mon tour de revenir sur ses exploits dans la santé, puisque à 24 ans, Marie Marvin obtient son diplôme d'infirmière à la Croix-Rouge, en plus d'une licence de lettres. En 1910, elle a la trentaine et met au point l'avion sanitaire, ce que disait Radia. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, l'aviation est démunie, personne ne peut les secourir car il n'y a pas d'ambulance capable d'accéder à leur position. Sur roue, elles ne sont pas suffisamment rapides et trop souvent freinées par les aléas du sol. De son côté, Marie ne peut s'investir comme soldat de l'armée. Elle est une femme, et à l'époque, une femme, eh bien, ça ne va pas sur les champs de bataille. Mais elle n'en démord pas, puisque c'est Marie, hein, et puis elle va quand même y aller pendant plusieurs jours. Tu sais combien de jours elle va rester sur ces champs de bataille en sont passés par un homme, Estelle? Oui, alors je sais, je triche un peu, hein, j'ai fait mes recherches. Elle y est restée 47 jours. 47 jours en se faisant passer pour un homme, c'est en effet extraordinaire. Et donc, en fait, elle va finalement trouver une place dans l'armée en tant qu'infirmière de la Croix-Rouge, puisqu'on lui dit non, vous ne pouvez pas rester dans l'armée, mais par contre, vous avez des talents en tant qu'infirmière, on vous veut. C'est ce qu'elle va faire. Et elle va occuper un poste d'infirmière sur le front italien, et ça n'est pas anodin, puisque c'est grâce à ses talents de skieuse que Marie Marvin parvient à secourir dans les territoires escarpés des Alpes. Elle invente le secours en alpinisme. Cette période l'aide à perfectionner ses techniques d'infirmière également. Elle profite de toutes ces techniques pour les mettre à profit dans l'entre-deux-guerres. C'est par exemple là qu'elle met au point le premier centre de formation pour infirmières pilotes d'avions sanitaires. Après des années de bataille, l'avion ambulance de Marie prend enfin de la valeur. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez où se trouve son premier centre de formation ? Alors, Dis-nous, Marie. ouais. Eh bien, au Maroc, terre d'accueil pour Marie Marvin dans l'entre-deux-guerres. Et donc, Estelle, toi, tu avais un peu plus d'informations, il me semble, là-dessus. Ah oui, effectivement. Marie est très engagée dans cette région. Elle mène en fait de nombreuses missions humanitaires. Et je crois qu'elle trouve même le temps d'inventer le ski sur sable. Donc c'est dire, on l'arrête jamais. Ouais, le ski sur sable, tu connais. Je savais même pas que ça existait. Maintenant, tu connais. Et elle est ambassadrice de la Croix-Rouge dans cette région, comme tu le disais. Donc c'est vrai que c'est un lieu qu'elle fréquente assez fréquemment. Et notamment l'Afrique d'une manière générale. Exact. Et la fiancée du danger débute ainsi une longue suite de conférences au sujet des avions ambulances. Au total, elle en aurait fait près de 3000 partout dans le monde. En 1934, Marie Marvin se met également à la réalisation, pourquoi pas, et elle crée 2 films dont Les ailes qui sauvent. Un long métrage qui met en lumière le rôle crucial des avions ambulances. Marie apparaît dans le film. Après la guerre, elle reçoit également la médaille de la paix du Maroc pour toute sa contribution à la médecine et elle reçoit aussi la croix de guerre avec palme. Oui, c'est d'ailleurs la femme la plus décorée de France et d'ailleurs je sais qu'il y a peu d'hommes qui sont autant, voire plus décorés qu'elle. J'en connais très peu puisqu'elle a plus de 34 médailles donc à son actif, ce qui est quand même assez fabuleux, parce qu'elle a eu aussi des médailles posthumes, c'est dire. Comme si ça suffisait pas. Et dont la Légion d'honneur, elle a eu. Alors c'est vrai que maintenant c'est plus facile entre guillemets de l'avoir, mais il faut dire qu'à l'époque, fallait y aller. Fallait la mériter, oui. C'est clair. Et donc elle a été tellement inspirante que dites-vous qu'encore aujourd'hui, les infirmières parachutistes secouristes de l'air de la Croix-Rouge française, qu'on appelle les IPSA, prennent encore exemple sur Marie. Maintenant, faisons un bond directement pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette tranche de vie est charnière et elle dévoile encore plus les talents d'inventrice de Marie Marvin. Elle s'engage encore une fois comme infirmière, mais cette fois-ci infirmière de l'air et innove. C'est le cas de le dire. Et d'après vous, qu'est-ce qu'elle a pu créer à ce moment-là ? Alors ça, la réponse, c'est le point de suture. Effectivement, elle est à l'origine d'une nouvelle technique de suture chirurgicale qui, en plus de minimiser les risques d'infection, permet de recoudre plus vite. Avant, les 2 bouts de chair, en fait, se chevauchaient quand elles étaient recousues. Et grâce à cette technique, ils sont simplement mis de côté et reliés avec un fil. Ça laisse d'ailleurs une marque
un peu moins importante et ça permet une cicatrisation donc plus rapide. Par la suite, les civils et nous-mêmes autour de cette table, bien, nous lui devons cette invention. Après la guerre, elle poursuit son rôle d'infirmière qu'elle va exercer jusqu'à sa mort. Elle va à ce moment-là soigner les plus précaires dans la région de Nancy dont elle est originaire. Donc voilà, elle a fini sa vie en étant toujours une infirmière au profit des autres. Faut dire qu'elle a vraiment ça dans le sang en fait. Depuis qu'elle est petite, sa maman était malade, donc elle a très vite pris soin de sa mère jusqu'à son dernier souffle. Et elle avait 5-6 ans et elle était déjà à son chevet en train de la soigner. Donc elle avait déjà cet instinct. C'est vrai qu'elle était vouée à faire de grandes choses en médecine, je pense. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle a continué à prendre soin des autres, malgré le fait qu'on lui ait pas finalement rendu l'appareil, malheureusement. Mais bon, ça arrive. Et puis finalement, donc on l'a déjà dit, mais elle est quand même morte dans une certaine précarité et surtout dans un certain anonymat. Mais réjouissons-nous quand même, puisqu'elle est célébrée aux États-Unis, elle est célébrée également au Maroc, et pour toute sa contribution en médecine en particulier, plusieurs médias américains de l'époque ont désigné Marie Marvin femme la plus importante après Jeanne d'Arc. C'est quand même assez fou. Oui. Mais c'est fou que ce soit aux États-Unis par contre, et au Maroc, et pourquoi pas en France du coup? Ils ont plus de reconnaissance en fait, tout simplement, les États-Unis et le Maroc que la France. Ouais, alors qu'elle est peut-être française, qu'il y avait plus de, un regard un peu plus moderne par rapport à l'image de la femme, j'imagine. Ouais. Peut-être, et puis je crois qu'elle avait coopéré plutôt, avec les armées justement américaines. Qui s'étaient beaucoup intéressés à son prototype d'aviation sanitaire, toutes ces choses-là. Ils étaient peut-être un peu plus visionnaires sur ce point-là, on doit dire. La France était peut-être pas encore prête, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, ça commence à se libérer, mais c'est vrai que c'est assez... Heureusement, c'est dur. Ça met longtemps, oui. Mais récemment, j'ai vu en librairie, justement, dans les manuels d'histoire, que Marie Marvin apparaissait. Ok. Donc, quelques lignes, mais c'est déjà ça. C'est un grand pas, déjà. Ouais. C'est ça. Et donc, merci Marie. Et puis, Marie, oui. Merci Camille et merci Radia. Merci. L'émission touche bientôt à sa fin, mais vous connaissez. On l'attendait. Marie Marvin en un mot, qu'est-ce que ça donne pour vous? Moi, j'en ai 2. D'accord. J'ai le droit? Oui. J'irais audacieuse et exemplaire. D'accord. Radia? Moi, je dirais force et audace. Audace, ok, ça revient. Ça part sur 2 mots. Moi, je dirais avant-gardiste. Ok. Je pense que c'est un bon. Et toi, Estelle? Moi, j'aurais dit affranchie, parce qu'elle s'affranchit de toute règle, du regard des autres, et c'est Marie, quoi. Oui. Merci à toutes et à tous. C'était une histoire de femme, et qui sait, d'ici le mois prochain, peut-être qu'elle aura déjà changé.